Et on est de retour sur Pardon. Boken Geek. Et je ne suis pas seul comme vous le voyez. Je suis avec Arnaud Laurent. Là, il a bien chauffé la salle. C'est bon. Enfin, la salle. La salle, si, elle est gigantesque. Oui, la effectivement. Salle, avec un écho monstrueux. J'ai chauffé la salle. Voilà. Si je dois parler au public, Tu peux me parler c'est à pas à moi. toi que je Tu parle. peux me Très parler bien. à moi. Formidable. Si tu veux te faire plaisir, tu peux regarder la caméra. Salut les jeunes. Qui est là. Après, tu as celle-ci aussi. Salut les jeunes. Et après, celle qui me voit. Salut les jeunes. Ça commence déjà très bien. Faut pas être déstabilisé. Hein. Là, faut vraiment être prêt. Allez. Alors, Arnaud, on s'est déjà rencontré. Enfin, tu as déjà rencontré la structure Anjou Popcorn. On Oui. s'est rencontré à la Japan Expo, donc je vais éviter de te poser les mêmes questions. Mais je vais quand même revenir un peu sur ton parcours. Oui. Pour toi, donc là, je vais présenter un petit peu quand même parce que. Tu es pas- Sinon les gens ils vont dire mais c'est qui ce voilà, mec? c'est ça, même si tu es comme quelqu'un de monstrueusement connu. Bon. Comédien de doublage, mais pas que. Tu es aussi comédien de théâtre. Oui, Voilà. Et ça, c'est un aspect qui m'intéresse. On reviendra dessus éventuellement tout à l'heure, si tu Ouais. acceptes. tout à fait. Mais voilà. Non. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce que ça représente pour toi le métier de comédien de doublage? Waouh. Wow. Tu as une heure. Qu'est-ce que ça? Tu as une heure. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une grosse partie de ma vie. Ça représente un rêve que j'ai quelque part réalisé. Ça représente, je sais pas ce que ça représente. Ça représente tout un peu pour moi. Alors un peu moins maintenant parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir des jolis rôles et de faire ça pendant pas mal d'années. Et là en ce moment, ça se calme. Enfin c'est assez calme dans le milieu du doublage. Moi en tout cas je suis beaucoup moins appelé et je travaille beaucoup moins. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà eu des belles choses comme je dis et je me suis déjà bien éclaté et j'espère qu'il y aura d'autres nouveaux rôles, mais voilà, c'est pas grave si ça se calme un petit peu, c'est agréable aussi. Donc c'est quelque chose qui sera toujours très présent pour moi, c'est clair, de toute façon, le comédien de doublage. Ce sera toujours un peu en moi, c'est ancré en moi, quoi. Ouais. Et alors, pour un peu rappeler les rôles, même si je vais très mal les prononcer, hein, parce que, voilà, je suis pas un adepte malheureusement de ces univers-là, mais donc tu as prêté ta voix à Natsu dans Fairy Tail. Alors on dit Natsu. Natsu, voilà. Je Non, savais, c'est pas vrai, c'est pas. C'est pour t'embêter. Non, on dit Natsu. On dit Natsu. ok, ouais, c'est bon. Premier bon point. Ban. Très bien. C'est ça aussi. Toj. Toge. Togué, voilà, je savais que j'en louperais un de toute façon. comment tu travailles avec ces voix-là? Comment tu peux t'adapter à leur personnalité? Parce que je suppose que c'est pas tous les mêmes personnages à chaque fois. Tout à Ils ont fait. tous une personnalité différente. Comment tu adaptes en fait ta voix? Comment tu adaptes tous ces caractères? Alors comment on les adapte? En fait, tous ceux qui font du doublage, moi y compris, on a avant tout pris des cours de théâtre, donc on sait jouer la comédie, on a appris à incarner un personnage. Ensuite, après chacun a ses techniques un peu différentes, mais celle qui revient le plus souvent dans le doublage, c'est tout simplement de se... En fait, tu vas te fondre dans le personnage et tu vas t'oublier. Tu vas faire en sorte d'être dans le personnage, d'être en lui, d'être dans sa respiration, d'être dans son œil, dans ses mimiques. Donc en fait, la voix elle-même va venir à partir du moment où tu vas commencer à incarner le personnage. Tu vas pas forcément te dire... Alors parfois, tu peux te dire effectivement, en VO, il a l'air un peu plus grave. Bon, dans ce cas, je vais le prendre plus grave. Là, on reste sur les animés. Si on reste sur les animés, parfois, on pourra s'éloigner de la VO parce que c'est un dessin. Donc, que ça a été fait en version originale japonaise ou en version française, du moment qu'on ne sort pas de l'image et que quand on regarde l'animé, on a toujours l'impression que c'est le personnage qui parle, c'est le but du doublage, c'est d'avoir l'impression que ce ne soit pas doublé, c'est que ce soit vraiment le personnage qui parle, qu'on le fasse en japonais ou en français, on est assez libre. On va s'inspirer du jeu japonais, mais on va y mettre notre propre patte française. Ce qui sera différent quand on va doubler un acteur qui existe déjà, puisque lui, pour le coup, il a déjà joué la comédie, et c'est lui qu'on doit jouer. Donc là, on sera moins libre, et on va plus être en lui, effectivement, en empathie avec ce qu'il vit, et en fait, ce sera de faire exactement ce qu'il a fait lui. Donc voilà, ça c'est les deux petites différences. Maintenant, l'incarnation du personnage, elle vient... je ne saurais pas te dire comment on a appris à jouer des émotions. Donc voilà, si le personnage pleure, on sait comment on va pleurer. Chaque comédien a sa propre façon de faire. Il y a des comédiens qui vont avoir, par exemple, l'acteur studio, le côté américain, ça va être très dans les tripes, ça va être de revivre quelque chose qui vous a fait vivre la même sensation et d'essayer de s'en souvenir et de revenir là-dedans. Ça peut être plus tout simplement physiologique. Moi, c'est un mélange de tout que je fais, mais physiologique dans le sens où s'il y a besoin de pleurer, tu sais que si tu commences à respirer un peu et à jouer des trucs physiologiquement, je sais comment créer à peu près les larmes et la tristesse par tout ça, parce que j'ai appris à le faire.
Donc ça, c'est les différentes émotions. Et le personnage en lui-même, on va jouer le personnage. Donc on va même pas réfléchir quelque part. On va juste être lui. Je sais pas trop comment dire d'autre. Je sais pas si tu vois. Je vois un peu ce que tu veux dire. Et du coup, justement, il y a des scènes comme ça qui ont été difficiles à jouer parce que très émotives et que du coup, à la fin, t'en ressors, mais presque chamboulé, vraiment en te disant mince, je viens de vivre un truc. Ah, mais non, en fait, c'était juste de la comédie. Où t'arrives quand même à séparer un peu les deux. Alors là, encore une fois, les comédiens et comédiennes, on est tous différents. Ceux qui vont être, ce que je disais, un peu le vrai danger de l'acteur studio à l'américaine, et on l'a vu sur certains rôles, certains acteurs américains, en sortant du rôle, ça les avait traumatisés parce qu'ils avaient été tellement dans le rôle que ça avait changé quelque chose chez eux. Dans le doublage, on a un avantage, c'est que c'est dans l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu des mois de préparation du personnage. On va jouer le truc dans l'instant et il va falloir en sortir tout de suite parce que la scène suivante, si ça se trouve, c'est une intention complètement différente. Et dans la journée, on peut faire 2 personnages complètement différents aussi si on est appelé ailleurs. Donc dans le doublage, on apprend vraiment à rentrer directement très vite dans l'intention et dans l'émotion et en ressortir très vite. Donc effectivement, quand on va être dans l'émotion, sur le moment, s'il y a une scène très émotive, effectivement, ça peut nous laisser des traces, on s'en souviendra peut-être, mais on a tellement appris aussi à en sortir très vite que je pense pas que on sera chamboulé ou voilà. Alors on sera encore un peu dans l'émotion, encore un peu quelques minutes après. Moi souvent aussi quand j'ai fini un doublage, je suis encore un peu dans l'émotion du personnage, mais plus parce que je suis encore dans le truc et que j'ai envie de refaire des choses. Je me dis tiens, est-ce que j'aurais pas pu faire ça différemment, est-ce que j'aurais pu le faire mieux, donc je suis encore un peu dans l'énergie, tu sais, dans l'adrénaline. Mais globalement, c'est vraiment de l'instant T. On joue l'instant T et après, on en ressort tout de suite. Voilà. Après, effectivement, il y a des scènes très émotives et dans ces moments-là, il faut savoir jouer ses émotions et chacun trouve les émotions un peu différemment, encore une fois, en fonction des acteurs. Tu as fait une école de théâtre il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, malheureusement. Avant de commencer donc ce métier de comédien de doublage, ça t'a apporté quoi en fait, soit dans le métier de doublage ou même dans la comédie en règle générale? Alors j'ai fait 2 formations et ensuite je suis monté à Paris et là j'ai commencé à démarcher pour le doublage, mais j'ai continué encore à me former. D'accord. Je continue à faire, j'étais au conservatoire du 9e arrondissement et pendant 3 ans encore j'ai continué à prendre des cours. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça t'apporte déjà les bases de la comédie, ça t'apporte le fait de savoir justement dire des phrases de façon le plus naturelle possible, de jouer la comédie, je sais pas comment, les points de vue techniques aussi, de savoir porter la voix, comment travailler sa voix, quoi faire avec sa voix. Si on s'arrête sur le théâtre aussi, ça va nous apprendre à être plus à l'aise sur scène, au niveau du physique, pour apparaître le plus naturel possible. Il y a plein de choses qui se jouent. Alors effectivement, tu apprends beaucoup de choses dans ces écoles, mais là où tu apprends vraiment le plus, c'est après, dans les années qui suivent. Que ce soit dans le doublage, où là tu vas apprendre toute la technique de la synchro, et puis à force d'en faire, tu vas progresser. Tu vas apprendre aussi, en fait, un comédien, il va surtout apprendre avec les gens avec lesquels il va travailler. C'est-à-dire qu'en fonction du directeur artistique, si on est dans le doublage, ou du metteur en scène, ou du réalisateur, ou des autres comédiens, avec lesquels tu fréquentes, tu vas choper des petites choses. Il y a des moments, il y a des choses qui vont t'inspirer, tu vas prendre là, un autre il va te dire un conseil, tu vas le prendre ou pas. Et en fait, avec tout ça, au fur et à mesure des années, tu te crées ta propre cuisine et tu continues à apprendre encore au bout des années. Moi, il y a encore, pas forcément en doublage, mais ça me sert aussi en doublage. Mais l'année dernière, j'ai commencé à jouer la pièce que je joue actuellement, Dîner de famille, un peu plus intensément. Et j'ai eu la chance de jouer avec un comédien qui est aussi le metteur en scène de la pièce. Et donc régulièrement, il me faisait des retours à la fin de chaque fois qu'on jouait. Et j'ai vachement progressé grâce à ça parce qu'il m'a corrigé, il m'a donné des nouvelles directions, il m'a appris à être plus simple, voilà, enfin des petites choses comme ça à droite à gauche qui m'ont fait énormément progresser. Et pourtant, ça faisait déjà 15 ans que je faisais ce métier. Donc on apprend toujours dans ce métier, c'est des rencontres et c'est comme ça qu'on évolue. Donc les cours, ça apprend des choses, mais c'est vraiment après sur le tas que je pense que tu développes l'expérience, comme n'importe quel métier aussi, de toute façon. Bien sûr. Et là, qu'est-ce qui te plaît du coup dans le théâtre, contrairement à la différence vraiment entre comédien de doublage et comédien de théâtre? Qu'est-ce qui te plaît plus du coup dans le domaine du théâtre? Parce qu'en ce moment-là, c'est ce que tu es sur scène en ce moment. Et quelle est vraiment la différence qui, toi, te fait basculer dans ce métier plutôt que comédien de théâtre? Alors actuellement, je bascule plus dans le théâtre parce que je suis moins appelé en doublage. Mais les deux ont leurs particularités. J'en aime pas forcément plus qu'une autre. Alors, si faire du doublage, c'était un peu mon rêve quand même avant de faire du théâtre. Et c'est parce que je voulais faire du doublage que j'ai notamment commencé à prendre des cours de théâtre.
Mais après, j'ai découvert au théâtre des choses que j'ai beaucoup aimées aussi. Je crois qu'entre les deux, j'ai une émotion un peu plus forte quand je suis à la barre, donc en enregistrement. Il y a un truc qui me plaît encore plus, mais justement, comme je commence à faire encore un peu plus de théâtre, je commence aussi à beaucoup aimer le théâtre encore plus aussi. Les vraies différences, le théâtre, tu as un retour direct du public, ce qui est très agréable. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui marche, tu le sais direct. Si quelque chose qui marche pas, tu le sais aussi directement. Bien sûr. Voilà, tandis que le doublage, tu es un peu plus seul. À part quand parfois on enregistre à 2 ou 3, mais c'est de plus en plus rare. Souvent, tu enregistres tout seul. Il y a juste le directeur artistique, celui qui dirige le doublage, et l'ingénieur du son. Et donc, tu es un peu seul face à toi-même et face au personnage que tu joues. Donc, c'est autre chose, c'est différent. Et le retour du public, tu l'auras après sur les réseaux ou dans les conventions comme celle-ci où on vient de voir. Donc, tu es un peu plus dans le flou en sachant est-ce que tu fais du bon boulot ou pas. Tu es un peu obligé de faire confiance au directeur artistique qui va dire bon, là, on a ce qu'il nous faut sur cette scène, on passe à la suivante. Alors qu'au théâtre, le public, tout de suite, tu sais quoi. Le public, aussi au théâtre, tu vas être un peu plus toi-même, dans le sens où tu vas avoir le personnage, tu as mis le temps, tu l'as créé, et pareil, à force de jouer, tu trouves des nouvelles choses, donc tu as le temps d'évoluer. C'est ça qui est très agréable au théâtre, c'est que si tu rates un truc la veille, ou si tu te dis j'aurais pu faire ça différemment, le lendemain, tu as une nouvelle chance. Tu peux essayer. Voilà. Dans le doublage, quand on a fait une scène, si le DA dit on passe à la scène suivante, c'est fini. C'est comme ça, c'est enregistré, ce sera à vie comme ça, ce sera éternellement comme ça, et tu peux pas revenir dessus, donc c'est un peu frustrant parfois, tu te dis est-ce que j'aurais pas pu faire mieux. Donc il y a un petit côté frustrant aussi dans le doublage, qui est aussi au cinéma d'ailleurs, en fait. Oui, surtout qu'en plus, les scènes, c'est pas toi qui décides à la fin lesquelles sont acceptées. Voilà. Alors ça c'est dans le cas du cinéma, c'est-à-dire que tu sais pas quelles scènes vont être retenues. Dans le cas du doublage, c'est la dernière qu'on a faite, si elle plaît, on la garde on fait la suivante. Il n'y aura pas de montage après. D'accord. C'est ce qui a été validé par le directeur artistique sur place sur le moment, qui dit là ce qu'on vient de faire c'est la bonne, et on garde celle-ci. D'accord. Et voilà. Parce que le montage est déjà fait en fait, donc on se contente de poser nos voix dessus. D'accord. Est-ce que tu consommes des films, des séries ou des animés et quoi? On veut te... Beaucoup. C'est vrai? Ouais, beaucoup. Moi, j'ai une culture très geek, donc geek, otaku, tout ça. Donc, alors, des animés, j'en regarde moins qu'à une époque. J'ai moins le temps et c'est moins quelque chose qui me... Peut-être parce que comme j'en double beaucoup, je sais pas, je vais moins en chercher. Et puis les animés, surtout, quand tu commences à en regarder, t'en as plein derrière, quoi. C'est long. Donc, tu t'engages vraiment dans un truc. Je regarde plus des séries et des films. Et sinon si on reste dans les animés, moi les animés qui m'ont marqué, moi je suis la génération Club Dorothée, donc ce qui m'a marqué c'était Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson, tous ces animés qu'on avait à l'époque. J'ai lu aussi beaucoup de mangas dans ces époques et aussi quand j'étais à la fac, enfin lycée fac, donc j'ai beaucoup de mangas dans ces eaux-là. C'est le moment où il y a eu One Piece qui est arrivé, Hunter x Hunter, Bleach, Naruto, donc tout ça j'en ai beaucoup consommé. Et donc les derniers animés de ces dernières années, je les connais pas trop. Je les connais plus parce que je les ai doublés beaucoup. Mais sinon, c'est très rare que j'en ai regardé. Celui que je voulais vraiment regarder, que j'attendais qu'il soit fini, c'est l'Attaque des Titans. Donc j'attends que c'est fini, mais d'avoir le temps et je les regarderai. Sinon, en série, qu'est-ce que je regarde? Je regarde un peu de tout. Qu'est-ce que je regardais? En ce moment, je me refais les Dexter, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a la nouvelle saison qui arrive, donc j'ai voulu me les revoir. Et j'adore toujours autant. Pour moi, c'est une des meilleures séries qui existent. Dexter, je sais pas. Qu'est-ce que je regarde? Quand j'ai le temps, là, ça fait longtemps. J'avais commencé Supernatural, que j'avais pas pu commencer pendant des années. On m'en avait parlé, mais comme il y avait 15 saisons, je me suis dit putain, donc j'ai commencé, je suis arrivé à la saison 6 ou 7 et puis je me suis arrêté, il faudra que je reprenne. Et puis voilà, le problème c'est qu'on n'a pas forcément le temps de regarder. Et en film, moi je suis un peu tout aussi. J'ai beaucoup été MCU à une époque, à la bonne époque, jusqu'à Endgame. Après j'ai commencé à en regarder certains, mais j'ai un peu décroché. Je continue à les regarder, mais avec moins de... J'attends toujours la petite truc qui va me faire dire on retrouve. Ça y est, mais pour l'instant pas trop. Peut-être que ça va revenir, on ne sait pas. On espère, il y a des projets quand même qui ont l'air d'être très intéressants. Voilà, Doomsday a l'air arrive, quand même cool. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus. Alors, il y a tellement de choses justement, ça devient un peu fou. À chaque fois, ils disent est-ce que tel personnage de tel film va revenir? Donc ils reviennent à des films des années 2000. Donc tu fais oh là, est-ce qu'ils vont nous refaire un peu un bordel avec plein de choses? Ils vont se débrouiller pour mettre plein de choses juste pour faire du fan service plus que de l'histoire, si tu veux. Ça va être parce un peu que ça. voilà.
Tu vois, par exemple, on peut parler un peu geek ou pas, ou tu préfères qu'on reste que Non, sur non, avec grand plaisir. Là, tu vois, par exemple, le dernier Spider-Man, voilà, le dernier. En fait, quand tout le monde l'a vu, il y a eu une hype de fou, et la première fois que tu le vois, tu fais « Ah, c'est génial !» Mais en fait, c'est juste parce que tu vois les anciens personnages qui reviennent. Quand tu revois le film avec du recul un peu plus tard, tu fais « Mais en fait, le film, il n'y a rien dedans. Enfin, l'histoire, elle est... Le scénario est un peu... Le scénario est tout pourri. Les méchants restent méchants, plus voilà. ou moins. Et puis c'est surtout tout est basé sur le fait que Doctor Strange fasse une erreur. C'est ça. Ce qui paraît pour moi à la base logiquement improbable, juste parce que l'autre lui parle, le mec fait une erreur et ça. Tu vois, en fait, tu te rends compte qu'ils ont créé un truc juste pour pouvoir faire revenir leur perso. Alors moi, j'étais le premier. Hein, quand tu les vois arriver dans la salle, j'étais le premier. J'étais comme un fou. Mais avec le recul, tu dis en fait, le film en lui-même, à part du fan service, il y a pas grand-chose. C'est pas un... Tu vois, comme un endgame ou un truc comme ça, où là, tu as les moments... il y a un enjeu beaucoup plus gros. Et puis à la fin, les scènes, les 2-3 scènes finales, où tu as des poils qui s'hérissent, le lever du bouclier, enfin du marteau, ou le Avengers Assemble, etc. Mais moi, chaque fois que je revois ces scènes, mais là, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Tu vois, et c'est ça qui manque maintenant, c'est qu'on n'a plus ce genre de... les enjeux sont plus les mêmes, puisque de toute façon, aujourd'hui, il y a des méchants tellement puissants, des gentils tellement puissants, ça s'annule au final et oui, c'est difficile, en fait. Et puis ils n'ont pas réussi à nous recréer autant d'intérêt pour leurs héros. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais il y a un truc qui manque au niveau des musiques aussi. Enfin, voilà, c'est juste que ils n'arrivent pas à retrouver un truc aussi fort que ce qu'ils ont eu. Donc alors ça c'était la parenthèse par rapport au truc que je regarde. Sinon, je suis très fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, et plein de films, tous les films des années 80-90 qui ont bercé mon enfance. Je suis très très fan aussi. Est-ce que tu as regardé justement des animés, notamment que tu as doublés, ou c'est vraiment difficile pour toi ? Non, c'est pas difficile. Contrairement à certains, ça me dérange pas d'entendre ma voix. Même au contraire, j'aime bien. Ça fait déjà c'est très grisant, de réaliser quand tu écoutes un truc à la télé, puis tu dis putain c'est ma voix quand même. Ouais. Quand tu prends juste 2 secondes de recul et que tu te dis waouh, attends, ma voix elle est sur un programme qui est à la télé ou dans un DVD, c'est quand même fou. Donc rien de ça. Sur un DVD, graver un truc qui bougera pas, tu vois, le truc est. Jamais, donc tu te dis waouh, ok, quand même, tu vois. C'est donc dans ces moments-là, je suis quand même assez sa petite fierté. Après, je vais pas forcément regarder en VF parce que je suis plus team VO d'ordre général. Si je regarde la VF, ça va être plus par curiosité éventuellement pour entendre ce qu'ont fait mes potes et moi aussi. Mais si je le regarde, ce sera plus d'un point de vue critique pour voir ce que j'ai fait, si c'est bien ou pas. Mais je peux très bien me laisser porter si la VF est bien, que ce soit moi ou les autres, et me laisser embarquer. Et justement, moi qui suis très exigeant, je sais que si je me laisse embarquer dans la série en VF ou dans le film, je dis ok, c'est que la VF est de bonne qualité. Ouais. Donc ça peut m'arriver, et si je tombe sur ma voix, je vais pas faire aïe aïe aïe, ah non c'est ma voix, non, ça me dérange pas. Enfin, j'avoue que quand j'entends Fairy Tail dans le fond en zappant et que je m'entends crier, à un moment je fais ah ça va. Chut. Ouais voilà, ça se calme, arrête de crier. Mais sinon non, j'ai aucun souci. J'aime bien parfois regarder la VF, ouais. Alors c'est vrai que nous à On Joue Pop Corner, on a eu l'occasion de rencontrer plein de collègues comédiens de doublage, donc tes collègues à toi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde une série et qu'on vous entend, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant en fait, parce que le personnage des fois disparaît comme ça, on revoit le comédien. Les comédiens. Voilà. Est-ce que justement ça c'est quelque chose que toi tu as déjà vécu justement en regardant des séries en VF? Ça me le fait, mais c'est je reviens à ce que je disais, c'est que là récemment, je me suis re-regardé parce que je voulais les revoir, les Agents du Shield, Marvel, les Agents du Shield, dans lequel je double Léo Fitz. Et je les avais jamais vraiment regardés en VF, et je voulais redécouvrir la série, donc je me suis dit tiens, on va la regarder en VF. Et effectivement, au début, je vois tel comédien, je me vois moi, je vois truc, et puis en fait, à un moment, j'ai vraiment oublié, et des moments, je vois plus les comédiens, je vois juste les personnages avec leur voix, et j'ai l'impression que la voix appartient au personnage. Et dans ces moments-là, je me dis, ok, c'est gagné. C'est que la VF, et pas que moi, objectivement, la VF de cette série, parce que le DA était un très bon DA, il a très bien choisi les voix, c'était une très belle VF. Et je le sais quand c'est bien fait, c'est qu'effectivement, à un moment, je ne vois plus mes potes, sauf peut-être sur une phrase ou un machin où ça va me revenir, comme tu dis, tu vas voir la vision du mec. Mais globalement, je vais vite finir par l'oublier et réussir à me laisser porter. Et ça veut dire que la VF est bonne. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à faire la part des choses. Moi, un de mes meilleurs amis, il me dit souvent putain, tu fais chier, là je recommence une série, j'entends ta voix et je vois que toi. Et je fais bah ouais, désolé. Mais voilà, du coup, je sais que moi j'arrive à faire la part des choses, et si c'est bien fait, j'arrive à me laisser à me perdre et à oublier ça.
Mais je peux comprendre le truc du. Moi, quand j'étais petit, je reconnaissais toujours les voix. Oui, c'est ça. Enfin, Ouais, tu dis, c'est le voilà. acteur qui joue. Et des fois, c'est chiant pour les autres. Tu fais. Alors, ouais, moi, je les connaissais pas. Vous, en plus, vous avez la tête, donc c'est chiant. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien dire, cette voix, oui, je la connais. Et puis tu cherches pendant 3 heures, c'est la voix de qui déjà? C'est la voix. C'est la voix de tel mec dans l'autre film et tout ça. Donc, ouais, j'aimais beaucoup faire ça, ouais. Et alors moi, là, une question comme ça qui me vient aussi, c'est quand tu as doublé, par exemple, un personnage, donc Fairy Tail ou autre, quand tu as vu les scènes, tu t'es pas dit « cette série, il faut que je la regarde, ça a l'air trop bien » ou à l'inverse, tu dis « Non, celle-là, il faut vraiment pas que je la regarde ». Si, justement, par exemple, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, quand j'ai vu, j'avais regardé la première saison, et puis après, j'ai vu que les parties de mon personnage. Mais déjà, la première saison, je m'étais dit « il y a quelque chose, je la regarde ». Fairy Tail, évidemment, qu'il y a plein de scènes que je trouve trop bien. Le vrai problème de ce genre de série, c'est qu'il y a tellement d'épisodes et que tu te dis que quand il va falloir que tu te lances dedans, il faudra te lancer vraiment dedans. Mais curieusement, des fois, c'est plus limite les fans quand je les rencontre et qui me disent il y a ça, il se passe ça. Et là, je fais en fait, finalement, ça a l'air vraiment cool cette série. Parce que moi, je vois que les scènes de Natsu, donc je vois pas tout ce qu'il y a autour forcément. Et même pour d'autres séries, parfois, c'est arrivé où je savais pas ce qui se passait et on m'a dit, et je fais en fait, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de la regarder. C'est ça. Donc, ouais, ça dépend. Parce qu'il y a des spoils des fois quand même. Enfin, oui. Je prends le spoil ultime, désolé, mais bon, là, il y a prescription après autant d'années, mais je suis ton père, je pense, des spoils comme ça, tu te dis... mince. Oui, alors à l'époque, c'était pas autant... Non, bien sûr. Mais oui, mais s'il y a ce genre de spoil, ouais, bien sûr. Ça doit arriver quand même fréquemment, c'est pas un peu frustrant un peu cet aspect-là? Ça dépend si tu comptes regarder la série ou pas, c'est effectivement. Ça. Si finalement la série, tu dis, je la regarderai pas, et puis de toute façon, à partir du moment où tu t'es fait spoiler, tu fais, voilà, je le sais. Mais c'est vrai que moi, à une époque, il y a quelques années, j'avais enregistré 2 ou 3 séries de suite, des séries avec des live, donc des vrais acteurs. Et c'était moi le tueur à chaque fois, à la fin. Je le savais. Et ça me faisait. Et donc, voilà. Et à un moment, je disais aux gens, si vous regardez, attendez-vous à ce que le personnage que je double, à chaque fois que c'est moi qui le double, ce soit le tueur au final. Donc, je le savais, j'avais vu le truc, évidemment. Mais ça m'a pas empêché pour certaines, genre 13 Reasons Why, qui a été une série qui était très chouette. Celle-là, je l'ai regardée à côté parce que c'était vraiment une série de qualité. Je l'ai regardée en VO pour le coup. Voilà. Mais oui, il y a des spoils, mais ça va. Ouais, encore une fois, ça dépend si t'es à fond ou pas dedans, quoi. Dans Stranger Things, par exemple, je suivais la série avant d'être dedans. Donc la saison 4, quand j'étais dedans, je connaissais déjà tout ce qui s'était passé. J'ai été un peu spoilé, mais j'ai eu de la chance, mon personnage n'était pas trop présent, donc ça allait, je me suis pas spoilé de ouf. J'ai pu quand même regarder avec plaisir tout le reste. D'accord. Oui, parce que là, au final, tu avais quand même regardé les 4 saisons. Voilà. Donc, ça, c'est gros risque. Ce que je te propose, Dave, il va nous rester encore quelques minutes, de faire un petit jeu. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, donc ça s'appelle Chez le Psy. Ok. C'est un jeu de ma propre conception. Ok. Je vais te poser quelques petites questions. Enfin, ça va être très simple. En fait, c'est de choisir entre 2 personnages. Tu vas m'expliquer alors quel personnage tu aimerais être ou qui te ressemble le plus. D'accord. D'accord, voilà. Que ce soit en termes psychologiques ou plus dans l'intrigue, si jamais tu as vu la série ou pas. Okay. J'ai essayé de prendre des personnages un peu connus. Alors, il y en a du Seigneur des Anneaux, donc ça devrait aller. Heureusement que tu m'as dit ça. Il y a d'autres personnages, bon, peut-être un peu moins. Alors, je te propose, pour le premier, tu es plutôt Jaime Lannister ou Tyrion Lannister? Maintenant, il va falloir que tu m'expliques pourquoi. Plus Tyrion, parce que... T'es un grand stratège. Non, c'est plus parce que Jaime... alors, au début, c'est quand même une belle ordure. Il finit par changer un peu au fur et à mesure. Il a une belle évolution. C'est ça. Voilà, il a une belle évolution. En fait, je dirais que... J'allais dire Jaime est plus humain, mais non, les deux sont super humains. Je dirais plutôt Tyrion, pas pour le côté stratège, mais plus pour le côté, dès le départ, des vraies notions de justice, mais de bien ou de mal, quoi. Ouais. Tyrion, dès le départ, tu sens que c'est le plus sain de la famille, si tu veux. Voilà. Alors que Jaime, c'est venu plus tard, ce côté. Donc, je penserais plutôt Tyrion. Ok. Plutôt Sam ou Frodon? 2 personnages complètement opposés. Hein. Complètement. Plutôt Sam, parce que quelque part le héros c'est Sam. Frodon il tient pas mal, mais. Ça me fait toujours de la peine d'entendre ça, parce qu'en même temps c'est vrai, mais en même temps, sans Frodon. Non, c'est vrai. Serait pas revenu. Alors il l'a porté une bonne partie, mais c'est quand même Sam qui le porte à la fin. C'est lui qui le soutient tout du long. Tout du long, bien sûr. Et l'un va pas sans l'autre. Voilà, les deux sont ensemble. Mais je dirais pour la façon d'être
le côté aidé, gentil et plutôt bonne poire, je dirais plutôt Sam. D'accord, ok. T'es plutôt bonne poire. Je suis plutôt bonne poire, ouais, je suis plutôt. Ouais. Tony Stark ou Batman? Pareil, toujours pour le même principe, plutôt Batman, parce que Tony Stark, il a un côté, comment dire, il a une éthique, mais Batman a plus le côté super-héros quand même. Tu vois, Tony Stark, c'est un peu malgré lui qu'il se retrouve et il développe aussi toujours pareil ce côté-là. Il a un côté gentil, mais je sais pas, Batman pour moi a plus vraiment le côté super-héros que j'aime moi, c'est-à-dire le côté du avant tout sauver les autres. Au départ, Tony Stark, c'est un peu lui-même qui sauve. Donc voilà, je dirais plutôt Batman. Ok. Bruce Wayne en tout cas. D'accord. Plutôt, alors je sais pas si tu l'as vu peut-être, Rick Grimes ou Glenn? Ça c'est dans quoi? Walking Dead. Dans Walking Dead, oui, je les ai vus. Rick Grimes, Rick, parce que meneur. Malgré lui. Meneur un peu, mais aussi pareil, enfin je sais pas, qui essaye de faire les choses bien. Quoi qu'il arrive, il essaye de faire au mieux. Ouais, donc plutôt Rick, ouais. Ok. Alors plutôt Roméo ou plutôt Deadpool? Attends, je confondais Glenn, j'ai confondu avec Daryl. Ah oui, non, Glenn, qui est et oui, c'est le petit débrouillard. Là. Oui. Attends, alors je reviens. Vas-y. Rick ou donc Glenn, c'est vraiment le... Ouais, il est super gentil aussi, il est prêt à tout. Ah, peut-être Glenn plutôt du coup. Plutôt débrouillard. Ouais, je dirais Glenn. Ok, allez. Ça marche. Plutôt Roméo ou Deadpool? Alors, Roméo, c'est dans quoi? Roméo et Juliette, dans un grand classique. D'accord, littéraire. Et Deadpool, ok. Ah ouais. Donc... Ah bah là, t'as deux opposés au niveau de l'amour qui sont. Il y en a un qui est vraiment très romantique, l'autre romantique, mais à sa façon, quoi. Plutôt Roméo. Oh, ouais, Roméo. J'ai un vrai côté romantique qui est malgré moi. Donc, Roméo. Si tu devais choisir un mentor, ce serait plutôt Yoda ou Gandalf? Gandalf. Déjà, je suis fan du Seigneur des Anneaux. Ok. Ensuite, Gandalf. Alors Yoda, effectivement, il a des phrases sympas, mais à part ne fais pas, c'est quoi? C'est la phrase qui dit. N'essaye pas. Fais-le. Mais c'est sympa, mais je préfère quand même tout ce que nous pouvons décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Je trouve ça beaucoup plus beau. Enfin, Gandalf, il a tellement de tous ces monologues dans le Seigneur des Anneaux. Je bois ses paroles. Il est magique, quoi. Que ce soit la VO ou la VF, les deux sont magiques. Donc pour moi, Gandalf. Dans une bataille, tu préfères être donc le stratège en arrière-plan ou plutôt le premier sur le front? Je suis pas assez intelligent pour être le stratège. Et en même temps, j'aime bien le côté... Mes personnages préférés, souvent, ce sont ceux, justement, qui arrivent... par la stratégie à battre les gens. Par exemple, dans Naruto, mon préféré, c'est Shikamaru. Parce que tous ses combats sont ultra réfléchis et j'adore comment il... Voilà. Donc, je préférerais être stratège, mais je ne sais pas si j'aurais les capacités de l'être. D'accord, ok. Pour résoudre un conflit, c'est plutôt dans le dialogue, la négociation ou l'humour et la provocation? Le dialogue... Et la négociation, donc ça sera plutôt l'aspect assez Superman, on va dire, ou plutôt l'humour et la provocation? Pour résoudre un conflit. Moi, il n'y aurait pas la provocation. Donc, en fait, ce serait le dialogue, le dialogue, négociation et l'humour. Et l'humour, ok. Je mettrais les trois ensemble, en fait. Ok, d'accord. Je pense, ouais. Et enfin, dans un univers de fiction, tu préférerais incarner le héros tragique et sérieux ou le héros fun et imprévisible? Là, c'est difficile parce que c'est vrai qu'au niveau de toutes les réponses que tu me donnes... Tragique et sérieux ou fun et imprévisible? Je dirais plutôt fun et imprévisible. C'est fun et imprévisible. Partons sur fun et imprévisible. Ok. Bon, bah écoute, là, il faudrait que je refasse le total des points. Je te redonnerai le résultat après pour savoir quel personnage tu trouves. À mon avis, tu es entre Batman et Spider-Man. D'accord. Voilà. Ça me va. Ça va, ça a été pour toi? Ouais, nickel. Merci beaucoup. Écoute, je te remercie. On arrive pile poil au temps imparti. Je vais te libérer et puis te laisser faire des dédicaces. Ouais. Aujourd'hui, tu es surtout pour ça. J'ai vu aussi que vous avez on a un atelier doublage, là, c'est là où je vais aller, là, voilà, effectivement. Ouais. Vous faites un petit atelier, donc là, tu peux nous en parler vite fait 2 minutes, là, pour savoir ce que vous faites, justement, pendant cet atelier? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire travailler. On va faire les gens s'essayer à la bande rythmo, donc ce qu'on a, nous, en studio, qui nous permet de doubler, c'est-à-dire qu'on a un texte qui a été préparé, qui est une bande qui défile sous l'image, avec un texte, avec une barre rouge sur le côté. Il faut lire le texte quand il passe au niveau de la barre rouge, synchro. Et si on le lit bien en place, normalement, le texte a été écrit de façon à ce que ce soit bien synchro avec le mouvement des lèvres. D'accord. Donc le comédien, théoriquement, en studio, il n'aura juste à
interpréter tout ce dont j'ai parlé, jouer la comédie en lisant ce texte en place, et logiquement, la magie du doublage se fait. Et là, c'est ce qu'on va leur faire faire. D'accord. Il faut s'inscrire pour pouvoir accéder Oui, il faut s'inscrire. Je crois que les inscriptions sont déjà terminées, a priori, mais en tout cas, oui, sinon il faut s'y inscrire a priori. De ce que j'ai ça compris. marche. Bon, en tout cas, c'est un beau projet, ça. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est assez rare de voir ça. Donc c'est chouette. Je vais te laisser aller travailler. Merci merci en tout cas, Arnaud. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.